Ce réquisitoire est révoltant. Voilà. Il est révoltant car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Et pourquoi une grande partie du débat public autour de ces affaires-là, c'est de laisser accroire que les magistrats et les enquêteurs seraient mus par autre chose que l'envie de faire respecter la loi. Ce n'est pas les magistrats qui votent la loi quand même. Ce n'est pas les magistrats qui décident de dire que la corruption c'est 10 ans de prison. C'est vous, c'est le monde politique. Et quand ils essayent d'appliquer la loi à ce milieu-là, on leur dit « vous êtes des Torquemada ». C'est la République des juges. Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national qui a été scandalisé que le parquet puisse demander une exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais je vous parlais du décentrement tout à l'heure. Mais dans toutes les affaires, dans toutes les juridictions, il y a des exécutions provisoires avec des interdictions d'exercer pour tous les métiers. Pour tous les métiers. Un pompier qui fait n'importe quoi, on le retire, un policier, un architecte, un commissaire aux comptes, voilà. Mais quand ça touche le monde politique, alors là, ça devient un débat qui, à mon sens, est néfaste à la conversation publique. Donc la question de la gratification me paraît absolument capitale, puisque, en effet, aujourd'hui, aller dans ces offices-là, bon, eh ben, ça ne fait pas envie. Je présume que quand on est parlementaire, on entend toujours on manque de moyens ici, on manque de moyens là, et que tout ne se résout pas par combler les manques de moyens, etc. Mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est ça que je veux dire. C'est que on a cité 2 offices policiers, l'OCRGDF, l'OCLIF, interroger leurs responsables. Il leur manque des dizaines d'enquêteurs. Des dizaines. À l'OCLIF, ils sont censés être, je crois, 120 ou 130, ils sont 70. À l'ECRGDF, ils sont 60. Dans les 2 offices, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi peu de toute leur histoire. Bon. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ça coûte cher. Parce qu'en fait, chacun a sa vision de la fonction publique, mais ils rapportent beaucoup d'argent, ces fonctionnaires. C'est un investissement, ce n'est pas un coût. Les enquêteurs, les enquêtrices spécialisés sur les questions financières, ils rapportent à la nation énormément d'un pognon de dingue, si j'ose l'expression. Mais ça n'est pas sans conséquence ce que je dis sur le manque de moyens. Depuis la loi Sapin 2 de 2016, a été introduit dans le droit français un concept très anglo-saxon de justice négociée, avec ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, hein, mais je vous ai expliqué moi ce que j'en vois d'expérience. C'est parfaitement légitime, évidemment, qu'on puisse créer ce vrai faux plaidé coupable des personnes morales, puisque ce n'est pas totalement un plaidé coupable, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité pénale par la personne morale. C'est une coquetterie législative, il y a une reconnaissance des faits susceptible de... Bon. Mais ça permet, c'est vrai, dans un certain nombre d'enquêtes financières, de récupérer très vite de l'argent qui manque au trésor public. Bon, c'est ce qui s'est passé avec des grandes affaires au terme desquelles il y a eu des conventions judiciaires d'intérêt public, l'affaire Airbus, 3 milliards, la plus connue, mais on peut parler de la Société Générale, 500 millions. Il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, dont d'ailleurs les ordonnances de validation sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Il y a plusieurs spécialistes qui ont tendance à critiquer aussi le recours de plus en plus intensif aux conventions judiciaires d'intérêt public, qui serait une forme, en réalité, de dépénalisation de la justice financière, voire de démonstration de justice du pauvre dans ce type de dossier. Pourquoi je dis ça ? Parce que la convention judiciaire d'intérêt public, qui a tout à fait ses avantages,
pose un certain nombre de questions. D'abord, la loi nous dit, c'est pas parce qu'une personne morale signe une convention judiciaire d'intérêt public que les enquêtes s'arrêtent sur les responsabilités individuelles. Je veux dire, une personne morale, c'est pas quelque chose d'immanent. C'est la personne morale qui décide de verser des pots de vin. Il y a bien des gens qui décident ça. Il y a des responsables. Bon. La réalité, c'est que, sauf erreur de ma part, et vous pourrez vérifier, je ne connais pas une grande affaire où il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public, où il y a eu la poursuite de l'enquête sur les responsabilités individuelles. C'est comme si, au nom de la CGIP, on abandonne en réalité, on remet tout en bas de la pile, la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, c'est le libéral en moi qui parle. Ça veut dire que, en fait, la corruption, les atteintes à la probité, sont chiffrables désormais. Ça veut dire qu'on fait payer aux actionnaires le coût des dérives des individus et des dirigeants. Ça veut dire qu'on peut prévoir combien ça peut coûter. Ça veut dire qu'on peut provisionner. Ça veut dire qu'on peut, c'est pour ça que je vous dis que le crime s'adapte, on peut s'adapter. Et pourquoi on a recours à ce point aux conventions judiciaires d'intérêt public? Parce que précisément, on a de moins en moins d'enquêtrices et d'enquêteurs dans les offices. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut arrêter avec ça, mais je dis que c'est une bonne démonstration par rapport à votre question. Et enfin, ça me paraît absolument capital, c'est qu'il y a la question des moyens, il y a ce que j'appelle moi la question culturelle. C'est ce que disait Frédéric, la gratification de ce travail-là. Je veux dire, s'il y a bien la lutte contre une délinquance qui est populaire, c'est celle-là. C'est grand public.